En moins de 2 siècles, nos comportements d'achat et nos techniques de production ont considérablement évolué. L'objectif du design est avant tout de privilégier la fonction à l'esthétisme. Si le plus beau des presse-agrumes ne remplit pas sa fonction, il cesse d'être un presse-agrumes et devient une œuvre d'art. L'arrivée de nouvelles technologies et d'outils innovants ont toujours créé des bouleversements, des changements de fonction et de petites révolutions. C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Mais qu'entendons-nous par design? Des objets hors de prix, vendus dans des boutiques de luxe? Non. Le mot design est souvent utilisé à tort comme qualificatif désignant un objet aux belles formes épurées et au prix élevé, alors qu'en réalité, une simple vis est un objet design. Je m'explique. Le design est la création d'un projet fonctionnel en amont d'un process technique de fabrication. En d'autres termes, le design regroupe l'ensemble des métiers non artistiques réalisant une création liée à une fonction. L'œuvre d'art d'un artiste n'a ni fonction, ni but, si ce n'est de produire une émotion, alors que les réalisations du designer ont toujours une fonction ou un objectif très précis. Un architecte ne va pas construire une école comme une caserne de pompiers. Chaque bâtiment doit remplir sa fonction. Il en va de même pour les stylistes qui ne conçoivent pas de la même manière des vêtements pour alpinistes et des vêtements pour cyclistes. Une vis est donc un objet design. Elle est dessinée dans le but de remplir une fonction, se visser, et de répondre aux exigences techniques pour la réalisation d'un moule qui lui-même s'inscrit dans une chaîne de montage complexe. Depuis l'Antiquité, et plus récemment lors de la conquête de l'Ouest en Amérique, le marquage au fer rouge s'est développé pour identifier les propriétaires des animaux, comme les vaches ou les chevaux. Ce marquage devait être clair, donc simple, facilement reconnaissable et surtout lisible de loin. Ce marquage s'appelle le branding, qui donnera le mot brand, marque, de la racine germanique brand, brûlé en français. C'est l'ancêtre du logo. Si votre logo peut être utilisé pour un marquage au fer rouge, c'est qu'il permet d'identifier clairement la marque, c'est donc un vrai logo. Au XVIe siècle, avec l'essor de l'imprimerie, la fonction du livre se modifie. À cette époque, les livres utilisent des caractères gothiques, de belles lettrines, des lettres ornementées, des vignettes et des illustrations de toutes sortes. Ce sont de véritables œuvres d'art que l'on expose aujourd'hui dans les musées. Beaucoup d'imprimeurs comprennent alors qu'ils ne sont plus des marchands d'art pour une élite, mais des diffuseurs d'informations. Petit à petit, les manuscrits et les incunables seront remplacés par des livres plus lisibles et moins volumineux, dans le seul but commercial de les rendre plus attractifs et moins coûteux. C'est dans ce contexte que des typographes fondeurs, des imprimeurs comme Claude Garamond au XVIe siècle, John Baskerville au XVIIIe ou plus récemment Paul Reiner au XXe siècle vont révolutionner la présentation des livres et créer des polices de caractère que nous utilisons encore aujourd'hui. Leur idée était de s'éloigner de la lettre artistique et du plaisir esthétique pour se focaliser sur la lisibilité en fonction de l'usage et surtout concentrer un maximum d'informations dans un minimum d'espace. 1851. Autre époque, autre révolution. La construction du Crystal Palace à Londres marque un changement en architecture. Le bâtiment est assemblé avec des éléments préfabriqués où la décoration est inexistante. C'est d'ailleurs cette fonction qui en déterminera sa forme et les matériaux à utiliser comme l'acier et le verre. Et de cette justesse émergera la beauté de l'édifice. Quelques années plus tard, le même processus fera sortir de terre la tour Eiffel que les gens de l'art et du bon goût esthétique détestèrent au plus haut point. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'artisan est également commerçant. Il fabrique, transforme et vend ses produits en conseillant ses clients, mais la révolution industrielle va lentement modifier la donne. Nous sommes au début de la production de masse. Les produits doivent être dessinés pour répondre à leur fonction d'objet, mais également pour répondre aux besoins de leur fabrication industrielle. C'est le début du design au travers des arts décoratifs qui, comme son nom l'indique, ne fait que décorer les produits afin de les rendre plus attrayants. Cette volonté d'esthétisme va engendrer de nouveaux mouvements artistiques réformateurs,
comme l'Art and Craft ou l'Art Nouveau. À cette époque, les boutiques vendent des produits neutres. Chez l'épicier, le client demande du café, de la moutarde ou du beurre, en toute confiance parce qu'il sait que l'épicier a sélectionné tous ses produits avec le plus grand soin. Cette confiance dans le commerçant donnera naissance aux grands magasins et aux enseignes. En 1852, comme il y a de plus en plus d'objets et de produits à vendre, Aristide Boucicaut va créer le premier grand magasin à Paris, le Bon Marché. C'est un concept révolutionnaire pour l'époque. Il est libre d'accès, sans obligation d'achat, avec des prix fixes et affichés. Boucicaut inventera également les soldes, le mois du blanc et la vente par correspondance en imprimant un catalogue. À cette époque, les femmes aisées ont peu de loisirs et les grands magasins vont devenir une des occupations favorites pour ces riches parisiennes. Le shopping est né. Pour la première fois, le client est roi. Il a un libre accès aux marchandises qu'il peut toucher et apprécier en déambulant librement entre les rayons où les produits sont mis en scène pour favoriser la tentation. Le client, devenu autonome, va choisir de lui-même les produits qu'il veut consommer. Cette nouvelle approche de l'acte d'achat va considérablement modifier le commerce, les techniques de vente et le rôle du vendeur qui s'amoindrira lentement avec l'arrivée des marques. En 1855, autre petite révolution, Édouard VII porte pour la première fois un costume du même étoffe. C'est la fin des vêtements ornementés et bariolés qui subiront le même sort que les polices de caractère et l'architecture. En 1879, Thomas Edison dépose le brevet de l'ampoule à incandescence. Le succès est immédiat et Edison fondera la General Electric qui deviendra rapidement une puissance mondiale. L'arrivée de l'électricité va non seulement apporter l'éclairage dans les foyers et les rues, mais également une multitude de nouveaux produits électrifiés. Edison déposera plus de 1000 brevets. En ce début du XXe siècle, le design est encore assimilé aux arts décoratifs. Les nouvelles productions sont décorées en s'inspirant de styles anciens, comme la Grèce antique ou l'Orient. En 1907, AEG, une entreprise allemande fabriquant des appareils électriques, va se doter de la première charte graphique avec un logo immuable, faisant d'elle une des premières marques. On doit ce travail de visionnaire à un architecte, Peter Behrens, qui, par ses réalisations, est un des pères fondateurs du design industriel contemporain et de la direction artistique. Mais il ne va pas seulement créer le logo AEG. Peter Behrens va également travailler sur la publicité, le design des produits, les bâtiments. Et il influencera fortement ses assistants et élèves architectes comme Walter Gropius ou Ludwig Mies van der Rohe, qui seront eux-mêmes à l'origine de nouveaux courants artistiques. Ils seront tous les deux directeurs du Bauhaus. En 1908, Henry Ford commercialise un véhicule révolutionnaire, la Ford T. Pour la première fois, une automobile est accessible au plus grand nombre grâce à la production en série. En se basant sur les études de Frederick Taylor qui prônent la division du travail afin d'obtenir un rendement maximum, Henry Ford va mettre en place des chaînes de montage ou lignes d'assemblage que Charlie Chaplin dénoncera quelques années plus tard dans son film Les temps modernes. De plus en plus d'industries ayant besoin de main-d'œuvre voient le jour et provoquent un exode rural massif. La campagne est alors très pauvre et très éloignée de la modernité. Attirés par les lumières de la ville, d'anciens paysans alimenteront ce besoin grandissant de main-d'œuvre. Une nouvelle classe sociale est née, une classe sociale de plus en plus consommatrice, avec la bénédiction des industries qui ne cessent de croître. La machine est lancée. En 1919, l'école des arts décoratifs de Weimar en Allemagne, sous l'influence de Walter Gropius, devient le Bauhaus et sera à l'origine d'un mouvement artistique majeur qui répondra aux nouveaux besoins du XXe siècle. L'objectif de Walter Gropius est de repenser le design en minimisant tout ce qui est purement décoratif et inutile pour se concentrer sur la fonctionnalité du produit. Pour répondre à la production de masse, il a comme objectif le rationalisme, le fonctionnalisme et la standardisation. Les décorations sont alors réduites à quelques lignes géométriques qui mettent en valeur la forme de l'objet, du produit, du bâtiment. Mies van der Rohe, architecte et professeur au Bauhaus, avait comme mot d'ordre le fameux « less is more », moins c'est plus. En 1920, l'architecte Le Corbusier publiera dans sa revue L'Esprit Nouveau
un texte de l'architecte Adolf Loos qui influencera fortement l'architecture du XXe siècle et dont le titre affiche clairement les choses. Ornament und Verbrechen, ornement et crime. En 1921, Theo van Doesburg s'installe à Weimar. Il est le fondateur du mouvement de style, dont l'objectif est la destruction du baroque, pour le remplacer par l'utilisation de couleurs et de formes pures. Son travail influencera profondément la philosophie du Bauhaus et principalement les ateliers d'architecture et d'imprimerie. En 1926, Theo van Doesburg dirigera la rénovation du café Lobet à Strasbourg avec l'aide de Hans Arp et de Sophie Tauber-Arp. L'atelier d'imprimerie du Bauhaus, sous la direction de Herbert Bayer, se spécialise alors dans la réclame publicitaire et mène des recherches dans les domaines de la typographie et de sa lisibilité. Pour Herbert Bayer, il faut toujours souligner la fonction d'un document publicitaire qui doit être construit en information hiérarchiquement structurée. Hans Weidenmüller, le plus grand théoricien publicitaire du moment, est également invité au Bauhaus pour donner une série de conférences sur les nouvelles théories de la publicité. Pour lui, le message publicitaire a pour objectif de parvenir à une information claire et succincte concernant une offre. En 1926, le mouvement Neues Frankfurt a comme mission la construction de logements sociaux à Francfort. Ils sont petits, mais confortables. La répartition et la fonction des espaces y sont repensées. Le mouvement Neues Frankfurt décide de revoir totalement la cuisine, qui est alors la pièce centrale, que l'on utilise également comme salle à manger, salle de séjour et parfois salle de bain. La cuisine est donc une grande pièce encombrée de meubles volumineux. Le mouvement confie ce travail à l'architecte autrichienne Margaret Schüttlotsky, ancienne assistante d'Adolf Loos à Vienne, qui, influencée par le taylorisme, dessine la première cuisine équipée, dont le concept global est basé sur une optimisation et une efficacité des tâches ménagères. Le propos n'est plus de décorer, mais bien de prendre en compte son utilisation. Chaque meuble est dessiné pour une fonction précise. La cuisine moderne est née. Baptisée cuisine de Francfort, elle est la mère de nos cuisines actuelles. En 1929, le New Deal est la réponse économique à la grande crise financière qui traverse les États-Unis. Ce programme a comme but de relancer la consommation des ménages, même les plus défavorisés. Cette augmentation du pouvoir d'achat va donc accroître la demande du consommateur, provoquant une production de masse et une forte concurrence. Pour lutter efficacement contre cette concurrence, de grandes compagnies comme Coca-Cola, Procter & Gamble ou General Food mettent alors en place les règles du marketing. Cet outil d'analyse va avoir pour objectif d'étudier et de déceler les désirs du marché avant qu'il n'en ait lui-même pris conscience. En 1930 aux États-Unis, deux grands designers vont révolutionner notre environnement. Henry Dreyfuss et Raymond Loewy vont repenser et redessiner les objets de notre quotidien. Pour Henry Dreyfuss, il faut développer une approche pragmatique et scientifique aux problèmes de design avant de s'intéresser à l'aspect esthétique. Il a notamment créé le design du célèbre appareil photo Polaroid. Raymond Loewy est lui influencé par le mouvement Art and Craft, qui aspire à rendre les objets plus beaux pour embellir notre cadre de vie. En 1953, il écrira un livre au titre évocateur, « La laideur se vend mal ». Parmi ses contributions, en 1934, il dessine le réfrigérateur du XXe siècle, celui que nous utilisons encore aujourd'hui. En 1933, la Gestapo place le Bauhaus sous scellé pour le motif esprit non allemand. Quelques jours plus tard, la direction du Bauhaus décide de dissoudre l'école. Au milieu du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, la société se reconstruit. Des métros, des routes, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des aéroports, des stations-service, des hôpitaux, des écoles, des stades, des immeubles sortent de terre. Tout ce chaos va donner ses lettres de noblesse au graphic design qui va apporter de l'ordre et de la logique
dans cette complexité en structurant l'espace visuel qui nous entoure dans notre quotidien, comme les enseignes, la signalétique, les annonces publicitaires. Pour se différencier les unes des autres, les compagnies affinent leur image par le design de leurs produits et la qualité de leurs annonces publicitaires. Nous assistons à la naissance des marques. Chez l'épicier, le client ne demande plus du café, de la moutarde ou du beurre, mais il demande, ou plutôt il réclame maintenant, des marques. L'apparition des marques va considérablement minimiser le rôle du vendeur. Ce ne sont plus ses conseils qui donnent confiance, mais son drapeau. La marque, l'enseigne qu'il représente, le vendeur est labellisé. Les marques conditionnent, conseillent et informent directement leurs clients, à la place des vendeurs, par le biais de la publicité. Autrefois, faire une annonce publicitaire de la forme et du style de son choix suffisait pour vendre son produit. Mais dans les années 50, la donne change. Le nombre de marques désireuses de faire de la publicité ne cesse de s'accroître et de nouveaux supports apparaissent régulièrement, comme la télévision et le cinéma, en pleine expansion, ou les journaux, les magazines, les affiches publiques, les mailings. Mais alors, comment sortir du lot et accroître ses chances d'être vu et lu dans toute cette abondance de publicité? En 1948, Claude Shannon, ingénieur et mathématicien, publie un article fondateur, Théorie mathématique de la communication. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude Shannon travaille pour les services secrets de l'armée américaine. Sa mission consiste à décoder les messages ennemis. Pour y parvenir, il focalise ses recherches sur le brouillage et développe sa théorie de l'information. Toutes les formes de communication, l'informatique, le cinéma, la musique, la publicité, ont le même but, la même finalité, transmettre une information. La méthode est également toujours identique. Il y a tout d'abord une source qui utilise un émetteur, lequel envoie l'information en utilisant un canal vers le récepteur du destinataire. Dans toute communication, le principal objectif est donc de conserver l'intégralité du message depuis la source jusqu'au destinataire. Pour cela, il faut éliminer le bruit, les parasites. Plus le message sera simple, clair et logique, plus il aura de chances d'arriver intact chez le destinataire. Adaptons maintenant cette théorie à la publicité. Une marque, la source, conçoit une action promotionnelle vers de nouveaux prospects. Elle réalise pour cela un flyer, l'émetteur, qui sera distribué dans les boîtes aux lettres, le canal. Enfin, l'information sera lue par le récepteur du destinataire. Tout ceci a l'air si simple, mais la réalité est tout autre, car le bruit est partout. Tout d'abord, est-ce que notre message est suffisamment clair sur notre offre? Et le support papier est-il le bon support? Un spot télé aurait peut-être été préférable. La distribution du flyer a-t-elle été bien accomplie? Les cibles choisies sont-elles les plus pertinentes? Pour quelle raison le destinataire prendrait son temps à lire le flyer? Et mon information est-elle bien compréhensible par le destinataire? Communiquer, c'est donc transmettre une information. Et pour que l'information parvienne intacte jusqu'au destinataire, elle doit être simple, claire et logique. Les années 50 vont également voir apparaître un nouveau phénomène de société, le tourisme, résultat de l'évolution des transports. Avec l'essor du transport aérien, les distances et les coûts se réduisent, donnant naissance à un nouveau concept, ce Global Village, le début de la mondialisation. Ce changement va être l'occasion pour les compagnies aériennes de communiquer vers des pays parlant des langues différentes et ayant d'autres cultures. En 1953, Max Bill et Otto Leischer fondent la Hochschule für Gestaltung à Ulm, en Allemagne. Cette école va poursuivre le travail réalisé par le Bauhaus. À ses débuts, l'école compte d'anciens enseignants du Bauhaus comme Max Bill lui-même ou Walter Gropius, l'ancien directeur. Max Bill considère que l'enseignement de l'art, de l'architecture et du design doit primer dans l'école d'Ulm. Pour lui, la fonction primordiale du concepteur est de modifier les objets ordinaires en biens culturels au nom du bien, du beau et du pratique. Sa conception se heurte à celle des autres enseignants comme Otto Leischer et Hans Guglo. Pour Otto Leischer, l'art ne fait que gêner le design. Le design moderne, c'est la chose elle-même. Le design est une manifestation culturelle contre l'ornementation,
contre la valeur artistique. Il y a entre l'art et le design une manière d'incompatibilité. Chacun exclut l'autre, tel l'eau et le feu. Petit à petit, l'école d'Ulm va retirer de son enseignement l'ensemble des ateliers artistiques, comme la peinture ou la sculpture. Elle choisit alors de se démarquer. Les critères esthétiques ne doivent plus influencer le design. La rupture entre l'art et le design est totale. En 1955, Max Bill démissionne de son poste de directeur. La nouvelle direction de l'école porte maintenant beaucoup d'importance à l'influence des signes et des symboles dans notre société. De nouveaux cours voient le jour, comme les mathématiques, la sémiotique, l'analyse systémique et l'ergonomie. Pour résoudre un problème de design, les étudiants sont encouragés à utiliser les mathématiques et la logique. L'objectif est d'obtenir une méthodologie de travail basée sur la technologie et la science, car le designer n'est plus un artiste isolé. De cette école sortiront de grandes réalisations, comme le service en porcelaine TC100, l'image de la compagnie aérienne Lufthansa, ou encore le design des produits de la firme allemande Braun, en collaboration avec Hans Güglow et Dieter Rams. En 1968, le Parlement du Bade-Wurtemberg supprime la subvention de l'école d'Ulm, qui devient alors une sous-division de l'université de Stuttgart. L'école d'Ulm ferme définitivement le 31 décembre 1968. Malgré cette fermeture, l'école d'Ulm va lentement devenir la référence en matière de design. Ces préceptes sont encore utilisés aujourd'hui par un grand nombre de marques comme Apple, Ikea, Uniqlo, Nike, Starbucks Coffee, McDonald's. Par l'enseignement de l'école d'Ulm, ces entreprises sont parvenues à développer une forme de langage visuel facilement compréhensible et exprimant ce qui ne peut l'être par des mots. En 1972, Otto Leischer prend en charge l'image des Jeux olympiques de Munich. Il supervisera tout, de l'affiche aux uniformes, en passant par les tickets d'entrée. Mais la grande nouveauté graphique de l'événement sera sa création des pictogrammes. Ils sont clairs, sans aucun ajout de texte. Ils permettent d'avoir une signalétique facilement compréhensible par les sportifs et les visiteurs des JO, quelle que soit leur langue ou leur culture. Les signes et les symboles sont des codes graphiques dont nous connaissons le sens sans les avoir réellement appris, comme une flèche qui indique une direction, les bulles dans une bande dessinée, ou la plupart des panneaux routiers qui ont en plus l'avantage d'être compréhensibles dans toutes les langues. Ce n'est qu'en 1909 qu'il fut décidé d'abandonner les panneaux de signalisation à texte pour les remplacer par des pictogrammes simples et facilement reconnaissables, même à grande vitesse. Toujours en 1972, il est demandé au designer Jean Widmer de concevoir des panneaux dont l'objectif est de rompre la monotonie des autoroutes tout en signalant le patrimoine touristique et susciter la curiosité de l'automobiliste. Ces panneaux sont d'une simplicité extrême et utilisent un code graphique propre. Les dessins, inspirés des hiéroglyphes égyptiens, sont blancs sur fond brun pour être clairement différenciés des autres panneaux routiers. Afin d'accélérer la lecture, Jean Widmer divise chaque panneau en deux, le premier avec le visuel et un peu plus loin le second panneau avec le texte. Aujourd'hui, de nouveaux panneaux sont mis en place. Le texte et l'image sont rassemblés sur le même panneau et le visuel est en nuances de couleurs avec de nombreux détails. Bilan, ces panneaux ne sont plus lisibles par l'automobiliste. Le cerveau n'a pas le temps nécessaire à plus de 100 km/h pour comprendre le message. Il y a trop de choses à analyser, trop de texte, trop de bruit. En 1998, Steve Jobs relance la marque Apple. Que fait-il? Il crée de nouveaux produits? Non, il va simplement modifier le design de ses vieux ordinateurs et corriger sa charte graphique. Le logo Apple représentait une pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. En suivant les principes de l'école d'Ulm, il va supprimer l'arc-en-ciel, qui n'était que décoratif, et affiner la police de caractère, la typo, pour qu'elle reflète les caractéristiques de l'entreprise, moderne, high-tech, pointu, haut de gamme. Plus tard, il affinera également le design de ses produits en s'inspirant fortement d'un des plus grands designers de notre époque, Dieter Rams, le designer des produits Braun. L'enseignement de l'école HFG d'Ulm était donc juste. Le graphic design
devait s'éloigner de l'aspect décoratif et artistique pour s'orienter vers une approche prônant l'ordre, la clarté et la logique, car la beauté dépend de ce qui est juste. Dans son livre Mythologie, Roland Barthes écrit « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un coup, sans l'analyser, sans la disperser. » Finalement, le graphic design est un outil qui permet de transmettre efficacement un message au-delà des frontières, des cultures et des langues, comme ce pictogramme qui parvient à nous transmettre un grand nombre d'informations qui nous touchent personnellement. Si on essaye d'écrire ces informations, on constate qu'aucun texte ne peut rivaliser avec l'impact et l'efficacité du visuel.